Ok, ben, bonjour à tous. Il est 14 heures, on va pouvoir démarrer cette conférence que j'ai intitulée « L'IoT m'a tué ». Sans vouloir spoiler la fin de la session, personne ne mourra avant la fin de la présentation. Peut-être pas d'ailleurs, vous verrez. Donc je suis Laurent Zerman, je suis le conférencier aujourd'hui, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Centrio. Et en fait, ce que j'ai voulu faire au travers de cette conférence, c'est vous donner quelques clés par rapport à la sécurité des objets connectés, la sécurité de l'Internet des objets, et essayer de voir ça de façon un peu transversale au travers d'un certain nombre d'exemples pour illustrer, entre guillemets, ce qui peut se faire, comment ça se fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en protéger. Pour ceux d'entre vous qui seraient des experts techniques du domaine, ils m'excuseront certains raccourcis parce que j'ai voulu volontairement avoir un propos assez généraliste, assez didactique, pour que chacun d'entre vous puisse progresser, j'allais dire, dans cette connaissance-là. Alors, juste quelques mots pour me présenter, et après on rentre dans le vif du sujet. Donc, je suis entrepreneur, je l'ai dit, j'ai créé une société à Lyon qui s'appelle Centrio, et on développe un logiciel pour protéger les systèmes industriels connectés au réseau. Je suis hacker, entre guillemets, en tout cas white hat hacker ou ethical hacker, comme on dit parfois, au sens où une partie de mon activité, c'est d'enseigner la sécurité réseau, la cryptographie, ou de passer mon temps à casser les protocoles ou de comprendre le code d'un certain nombre de systèmes propriétaires. Et puis, je suis développeur, j'ai toujours travaillé dans des sociétés d'édition de logiciels, et chez Centrio, on travaille essentiellement en Go. Ce n'est pas le sujet de la conférence, mais c'est un langage qu'on apprécie énormément. Et donc, l'entreprise, et je vais finir là-dessus pour l'autopromo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège les industries de l'énergie, du process, c'est-à-dire tout ce qui est chimie, notamment dans la vallée de Faisin, les industries critiques du manufacturing ou dans l'aérospatial, etc., contre les attaques informatiques. Donc on est sur un domaine d'application de l'Internet des objets, mais un domaine qui est critique parce que dans l'industrie, on va vers d'autant plus de logiciels et de réseaux pour moderniser ce secteur-là. Voilà. Et un exemple de ce qu'on fait, c'est ce que vous avez sur la droite, parce que ce n'est pas parce qu'on fait de la sécurité qu'il ne faut pas avoir une interface designée correctement avec une bonne expérience utilisateur. Et donc, les utilisateurs peuvent se balader dans leur réseau, visualiser toutes leurs informations au travers d'une interface qui ressemble à une espèce de Google Maps du réseau des objets. Alors, pour commencer, on parle d'Internet des objets, et le mot Internet des objets, ça veut dire tout un tas de choses très différentes. Et j'aime bien cette illustration parce qu'elle reprend en fait toutes les applications qu'on imagine régulièrement derrière le mot Internet des objets. Et vous voyez qu'il y a des choses qui sont très terre-à-terre, comme par exemple mesurer le trafic pour optimiser la ville. Il y a des choses qui sont un peu plus sophistiquées, au sens, il fallait y penser, notamment mettre des capteurs dans des poubelles. Il y a une start-up qui fait ça pour savoir quand la poubelle est pleine. Et quand elle est pleine, la poubelle appelle le camion pour qu'elle vienne la vider. Donc on est sur des usages orientés écologie, environnement, traitement des déchets. De la même façon, avec les porte-conteneurs, on va pouvoir utiliser des connecteurs pour savoir si le conteneur est rempli, à quelle date il est parti du port d'origine, etc. Et par exemple, savoir si les bananes ont passé trop de temps dans le porte-conteneur entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Donc ça, c'est tout un tas d'applications. Et c'est, à mon sens, assez difficile de savoir ce qui se cache derrière ce mot Internet des objets, parce qu'on a tendance, comme tout courant un peu marketing, à y mettre tout et n'importe quoi. Moi, je vois deux grandes familles qu'on retrouvera ensuite dans le reste de la conférence. Ce qui est orienté pour le consommateur, avec deux grands usages qui sont la maison et la voiture, puisque c'est ce que chacun d'entre nous possède, hein, un logement et un moyen de locomotion, avec tout un tas de systèmes de surveillance. On va surveiller son enfant, on va surveiller ses grands-parents ou ses parents. On va se peser avec des balances connectées WeThings. On va avoir des thermostats connectés avec Netatmo. Enfin bref, on a tout un tas d'usages Internet des objets. Et souvent, quand on parle d'objets connectés, c'est à celui-là qu'on fait référence, parce que c'est celui-là qui touche tout le monde et qui est connu de tout le monde.
Mais il y en a un autre qui subit le même courant, qui est plutôt celui dans lequel j'évolue moi tous les jours, qui est la partie plus industrielle. Alors, il y a un certain nombre d'études qui vous disent que l'impact de la connexion des objets industriels dans le transport, dans l'industrie, etc., c'est plus de 50% de l'économie mondiale, cette Industrial Internet. Donc, je ne suis pas analyste de marché, mais en tout cas, ça touche des secteurs d'activité extrêmement variés. Mais à chaque fois, en fait, on va retrouver, comme dans le cas des consommateurs, à peu près la même logique. C'est pour ça que j'ai remis les 4 mêmes mots-clés. C'est-à-dire, on va mettre plus de réseaux, on va interconnecter des objets qui n'y étaient pas vers le reste de l'Internet. On va mettre plus de logiciels à l'intérieur des objets, et j'allais dire à l'extérieur des objets, parce qu'un objet connecté, c'est toujours un device et un système dans le cloud avec une interface distante pour récupérer les données, les analyser, etc. Et puis, on va mettre plus d'intelligence, on va chercher à optimiser des processus, etc. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, pour finir sur cette introduction, que le véritable Internet des objets qui a du sens au niveau économique, c'est celui-là, celui à destination des entreprises et de l'industrie, parce que les entreprises comprendront très bien le retour sur investissement. Si je mets un capteur pour savoir où sont les conteneurs dans mon porte-conteneurs, ça remplace des dizaines et des dizaines de personnes qui doivent faire le tracking des conteneurs manuellement. Donc finalement, gardez en tête qu'il y a 2 grands ensembles, un ensemble consommateur et puis un ensemble industriel. Alors, ce qui va structurer en fait le reste de la présentation, on va commencer par essayer de pirater des devices petits, plutôt consommateurs, pour aller jusqu'au plus grand, c'est-à-dire au réseau électrique d'une nation entière, en passant par une voiture, et puis en se demandant aussi au milieu comment on fait pour trouver des périphériques connectés à Internet, ou comment on fait pour trouver des périphériques chez vous, et vous verrez que ce n'est pas si difficile que ça. Et puis, comme on est à BlendWeb et que, encore une fois, mon idée, c'était d'essayer d'envelopper la problématique à 360, j'ai rajouté en fin de conférence quelques développeurs guidelines pour donner à ceux d'entre vous qui sont développeurs et qui sont dans la partie technique quelques réflexes pour développer des applications orientées Internet des objets. Alors, commençons par le plus petit, les objets des consommateurs, ceux qu'on va trouver chez vous et chez tout le monde. Il y a une conférence qui a eu lieu au mois d'août cette année, qui s'appelle DevCon. C'était la 24e conférence. C'est une plus grosse conf en matière de hacking et de sécurité informatique. Dans cette conférence, il y avait un IoT Village dont le but était, pendant les 3 jours de la conf, de pirater le maximum d'objets connectés. Ils s'amusent. Et donc, ils avaient à disposition des verrous pour les appartements, des thermostats connectés, des réfrigérateurs connectés, des chaises roulantes connectées ou des panneaux solaires connectés. Et les résultats étaient fantastiques parce qu'au travers de ces 3 jours, ils ont trouvé 47 failles dans ces composants sur 23 périphériques différents, c'est-à-dire à peu près tous ceux qu'ils ont testés, et 21 constructeurs différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un constructeur qui fait mieux qu'un autre. Tous les constructeurs de ces fameux objets connectés ont des failles intrinsèques à leurs objets. Alors, il y a pas mal d'exemples. J'en ai retenu 2 qui font parfois un peu froid dans le dos. Le fabricant d'une chaise roulante connectée avait laissé le verrou de sécurité de la chaise roulante directement accessible au travers de son interface web. Donc on se connectait au serveur web intégré dans la chaise roulante. On cliquait sur un bouton, on déverrouillait le fauteuil. Ce qui fait que si le fauteuil était dans la pente, le fauteuil il part dans la pente sans que la personne qui soit assise sur le fauteuil s'en rende compte. Autre exemple intéressant, il y a pas mal de solutions aujourd'hui pour faire du verrouillage à distance des portes. Qu'on puisse ouvrir à distance à la nounou quand elle rentre chez vous le soir, ou au livreur pour qu'il dépose le colis chez vous et après qu'il reparte quand vous n'êtes pas là. Ces systèmes-là, ils ont aussi leurs failles, et il y avait notamment au travers des accès invités, parce que en général, ces systèmes-là vous proposent d'avoir un accès invité pour inviter vos amis chez vous le week-end et leur donner l'accès à votre appartement avec leur smartphone. De la même façon, l'accès invité permettait d'avoir un accès permanent à l'appartement. Alors comment ils s'y prennent en général si on le fait sur un thermostat? En général, la première chose que fait un hacker sur un objet, c'est qu'il va le démonter.
Il faut être armé d'une bonne paire de tournevis et de ciseaux et d'une bonne paire d'yeux pour essayer de comprendre, de trouver en fait les différents composants électroniques. Il va trouver en général de façon assez simple, hein, tout le monde le comprendra, le système de stockage. Là, dans le cas de ce thermostat, une carte micro SD qui était à l'intérieur de la carte électronique. Il prend la carte micro SD, il la met sur son ordinateur. De là, il peut lire l'ensemble des fichiers qui sont sur le thermostat et trouver en fait, grâce à un outil qui s'appelle Beanwalk, qui prend en fait un fichier inconnu, un très grand fichier en général, et qui va le scanner de A à Z pour trouver tous les sous-ensembles qui sont intéressants. Donc retrouver le système Linux qui tourne à l'intérieur, retrouver les images qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, etc. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un énorme bout de code JavaScript à l'intérieur de cette carte micro SD qui correspond en fait au back-end du serveur web qui tourne dans le thermostat. Avec, alors c'est écrit en petit, mais avec des commandes qui étaient exécutées sur le thermostat qui n'étaient pas vraiment sécurisées. On se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment de filtre ou de logique de sécurité entre ce qui était saisi par l'utilisateur et ce qui était exécuté sur la machine. Et donc du coup, grâce à ça, ils se sont amusés à mettre tout un tas de commandes à l'intérieur du fichier de configuration qu'on pouvait envoyer au travers de l'interface web. Et tout d'un coup, boum, ils ont trouvé comment rentrer sur le système et comment installer leur propre logiciel à l'intérieur du système. Parce que si on mettait ici une commande Unix, cette commande était exécutée. Donc à partir de là, vous mettez votre commande à vous qui va télécharger ailleurs votre accès à distance. Vous devenez root, c'est-à-dire administrateur sur le thermostat, et vous pouvez installer ce que vous voulez sur le thermostat. Résultat, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour le coup, c'était une démonstration, donc ils se sont amusés à imaginer un ransomware. Donc un ransomware, pour ceux qui connaissent Loki, qui est un ransomware assez connu, qui va chiffrer vos données sur votre poste et ensuite vous demander une rançon pour les déchiffrer. Hein. On va verser des bitcoins à tel compte ou on va verser telle somme d'argent à tel compte Western Union à l'autre bout du monde. On peut imaginer que les gens vous demandent une rançon pour déverrouiller votre thermostat ou sinon... il fera très froid chez vous. C'est moins ennuyeux, j'allais dire, que les données qui sont chiffrées, mais c'est imaginable. L'autre chose aussi, j'ai mis Annoy the Cat, parce qu'ils ont montré qu'à l'intérieur de ce thermostat, il y avait un buzzer qu'on pouvait régler à des fréquences où l'oreille humaine n'entendait rien. Par contre, les chats étaient complètement fous, parce qu'ils passaient leur temps à se cogner la tête contre le mur, tellement ça faisait du bruit. Tout ça en ayant piraté un thermostat. Alors, moins rigolo, on peut aussi, grâce à ce genre de mécanisme, créer ce qu'on appelle un botnet. Vous avez peut-être entendu parler il y a 10 jours de l'attaque qui a eu lieu sur la côte est des États-Unis, sur une entreprise qui s'appelle DIN, qui gère le serveur DNS, c'est-à-dire l'annuaire, entre guillemets, des sites internet, de Twitter, de CNN, du New York Times, etc. Et en fait, les attaquants, pour mener leur attaque, c'est une bête saturation, c'est-à-dire le principe, c'est d'envoyer un maximum de requêtes au site qu'on veut mettre à plat. Il faut avoir un maximum d'objets pour le faire. Et avant, on faisait ça avec des ordinateurs, on piratait les ordinateurs, et puis on avait plein d'ordinateurs dans ce botnet, ce réseau de fantômes, en fait, ce réseau de robots. Maintenant, les hackers font ça avec des objets connectés. Et finalement, il y a à peu près la même puissance de calcul qu'il y a dans un ordinateur il y a 3-4 ans. Ils sont connectés en permanence à Internet, il n'y a pas d'interface graphique, personne ne va se plaindre qu'ils rament. C'est super. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ont une armée d'esclaves. Ces esclaves, ils font deux choses. En permanence, ils scannent Internet pour trouver de nouvelles victimes infectées. Et ils envoient à leur maître la liste des victimes nouvelles qu'ils ont trouvées pour que le maître, ensuite, avec ces serveurs-là, puisse infecter de nouvelles victimes. Comme ça, le réseau d'esclaves continue de grandir. Et puis, quand les utilisateurs, puisqu'ils sont dans un modèle SaaS, hein, je vous rassure, ils vendent ce genre de service à d'autres. Quand leurs clients leur disent je voudrais attaquer tel site, le client envoie une requête à ce qu'on appelle le C2 server, le Command and Control Server. Et le C2 server va demander à tous les esclaves d'attaquer en même temps la victime de ce qu'on appelle un déni de service, c'est-à-dire on envoie en même temps des requêtes et on sature le service. C'est exactement ce qui s'est passé sur le site din.com il y a 10 jours, au travers d'un botnet qui s'appelle Mirai. Je vous ai mis l'URL, on a fait une analyse sur notre blog.
en détail, en analysant le code, en regardant comment il était fait. Mais c'est extrêmement facile, malheureusement, parce que tous ces objets-là, ils ont des failles, et on peut automatiser la création d'un réseau entier d'objets connectés et les pirater. Voilà. Alors, vous me direz, je vais rester sur le slide d'avant, vous me direz comment ils font pour les trouver, ces objets, parce que, ok, ils sont piratables, ils sont connectés, mais vous pouvez vous dire que vous, le vôtre chez vous, personne ne va le trouver, il est chez vous et il est protégé. Or, en fait, c'est assez facile de trouver des objets par deux méthodes. La première, c'est notamment par la radio. Il existe des tonnes de protocoles radio qui sont utilisés par ces objets connectés. Bien évidemment, le Wi-Fi et le Bluetooth que tout le monde connaît, mais il y a notamment le Zigbee qui arrive. Il y a tout un tas de systèmes radio qui sont plus ou moins ouverts, dont les connexions circulent en clair. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on peut utiliser un seul équipement, ce type d'équipement-là, qui est en vente libre, pour pirater tous les systèmes radio d'un seul coup. Enfin, en tout cas, pour pouvoir, dès qu'on en trouve un, avoir la bonne stack logicielle pour pouvoir attaquer ces systèmes. Il faut savoir, par exemple, que vous avez peut-être chez vous encore des anciens routeurs qui font du WEP, vous savez, le standard Wi-Fi. Une clé WEP, ça s'attaque en 10 secondes. C'est-à-dire qu'avec mon ordinateur, en 10 secondes, on a déchiffré la clé. C'est un des projets que je fais faire à mes étudiants en cryptographie. Et tous les ans, il y a 10 ans, ils mettaient 3 heures. Maintenant, ils mettent 10 secondes. Et puis, je pense que dans un an ou deux, ils mettront 1 ou 2 secondes pour craquer la clé. Donc, les connexions radio, c'est la première source pour en trouver. Et notamment, il y a des gens, pour des bonnes et des mauvaises raisons, qui font ce qu'on appelle du war driving, c'est-à-dire qu'ils prennent leur voiture, ils s'installent avec ce type de sniffer radio et ils circulent dans les rues pour capter tous les signaux Wi-Fi qui sortent des immeubles, des entreprises, etc., pour trouver des points d'accès ouverts ou pour trouver des signaux dans lesquels ils peuvent rentrer. Donc ça, c'est la méthode, j'allais dire, physique. Je me balade, je capte la radio et je rentre dans l'objet connecté grâce à sa communication radio qui n'est pas protégée. La deuxième façon, etc., c'est un système qui s'appelle Shodan. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Oui, non? Pas plus que ça. Donc Shodan, en fait, c'est assez simple, c'est comme le Google des objets connectés. Autant Google scanne Internet de façon permanente pour trouver des nouveaux sites web, autant Shodan scanne Internet pour trouver des nouveaux objets à la portée de tout le monde et qui sont ouverts sur Internet. Et donc, grâce à ça, on peut trouver tout un tas de choses qui a été connecté directement à Internet et qui est libre d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors, il peut y avoir des mots de passe, il peut ne pas y en avoir, mais c'est extrêmement facile. Donc, pour vous en convaincre, le mieux, c'est de vous montrer quelques exemples et de vous faire une petite démo. Alors, ça, c'est un exemple que j'aime bien. Je vous l'ai écrit parce que c'est écrit tout petit en haut. En fait, c'est la photo d'une dame qui s'appelle Isabel da Silva Costa, au Brésil, qui se fait faire une chirurgie pour se faire refaire le nez. Et le radiologue a laissé connecter son ordinateur avec l'appareil de radiologie directement sur Internet. Donc on voit, en 3 clics, vous allez voir, on peut trouver ce type d'images qui sont directement disponibles sur le net. Alors il y a des requêtes qui sont intéressantes. On peut par exemple chercher toutes les images en France. Donc si je fais ça et que je lance mon navigateur pour qu'il aille sur Shodan, si le Wi-Fi veut bien marcher. Alors, le Wi-Fi marche, et les images ne marchent pas. C'est l'effet démo, ça. C'est pas grave, on va essayer sans les images. Je vais taper la même requête, sauf qu'il ne vous affichera pas les images tout de suite. Donc, si on lui demande RFB, qui est le nom technique d'un outil qui s'appelle VNC, que vous avez peut-être déjà utilisé, qui permet de faire du bureau à distance et de se connecter à un poste Windows à distance. VNC Country FR, ne prenons que la France. Vous allez trouver tout un tas d'objets qui sont disponibles là. Donc on voit qu'il y en a 1000 à Paris.
un peu partout en France. Il vous montre les systèmes d'exploitation qui sont concernés, donc Windows 7, Linux, Windows XP, qui est plus voilà. Et puis quand on clique sur l'adresse, en fait, on voit toutes les propriétés techniques que le système a trouvées. Et là, il m'a retrouvé les images. Donc là, typiquement, c'est des captures d'écran de tout ce qu'il a trouvé, je pense, ce matin en scannant Internet. Alors, on voit beaucoup d'écrans de verrouillage, parce que forcément, il y a des stations qui sont verrouillées. Mais je vais vous montrer. Alors, hier soir, on voyait des caisses enregistreuses, parce qu'il y a beaucoup de caisses enregistreuses qui sont directement connectées sur le net. Ça, c'est l'effet live démo. Décidément, il y a beaucoup de postes sous Windows. Ah, mais là, j'ai pas le... Oui, pardon. J'ai pas tapé la requête qui m'intéresse. Si le système est revenu... Si, voilà. Donc il charge toutes les images et là voilà, on voit la caisse enregistreuse. Donc si je vais dessus, on voit de façon assez précise la commande de la table qu'ils ont mangé hier soir, un plat chaud, un soda, enfin il était tout seul je pense, etc. Si vous vous connectez à cette adresse IP là en VNC, vous avez accès directement à la station sans aucune authentification. C'est écrit d'ailleurs Authentication Disabled. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir l'image sans aucun problème. Alors il y a plus grave, malheureusement. Ici, on a par exemple une centrale de génération d'électricité qui fonctionne avec du gaz. Et donc, si vous vous connectez en direct à ça, vous verrez en live la consommation qui est produite. Il y a un bouton qui est ici, qui s'appelle Stop. Pas éviter de cliquer sur le bouton Stop, etc. Mais il y a des dizaines et des dizaines de systèmes qui sont connectés de cette façon-là. Pour prendre un exemple qui vous parlera plus, ils ont sur Shodan une page sur les bases de données parce qu'il n'y a pas que des objets connectés, il y a aussi des bases de données. Si on lui demande MySQL, il a enregistré 2 700 000 bases MySQL ouvertes sur Internet. C'est pas mal. Et de la même idée, on voit aussi, c'est assez rigolo, il arrive à indexer le volume de données qu'il y a dans les bases MongoDB, qui est une autre base NoSQL assez connue. Il n'y a que 20 000 serveurs, mais on voit de façon complètement ouverte toutes les bases MongoDB qui sont accessibles sur Internet, sans authentification, sans rien, etc. Donc finalement, c'est assez facile de trouver des périphériques et c'est assez facile de les attaquer. Donc de là, la partie consommateur, malheureusement, vous voyez qu'elle est largement accessible et que les concepteurs de ces systèmes ne les ont pas forcément protégés. Les installateurs ne les ont pas protégés non plus, puisqu'ils les ont en général connectés directement à Internet. Et pour des raisons en général de praticité, j'allais dire, qui va trouver ça, franchement, personne ne connaît mon adresse IP. Voilà, non. Donc du coup, je le laisse connecter. C'est plus pratique. Mon client n'a pas de saisir de mot de passe. Je peux m'y connecter à distance. Malheureusement, il y a des outils aujourd'hui extrêmement simples d'accès pour les retrouver, ces objets connectés. Alors si on avance un peu et que je vais dans les objets un peu plus gros, il y a les voitures aussi. Les voitures qui sont aujourd'hui énormément automatisées et qui contiennent énormément de logiciels. Sur ce slide, en fait, j'ai remis quelques stats sur le nombre de lignes de code qu'il y a dans différents systèmes. Windows 7, 40 millions de lignes de code. OS 10, 80 millions de lignes de code. La voiture que vous allez acheter demain chez Renault, chez Volkswagen, 120 millions de lignes de code. Donc il y a plus de logiciels dans votre voiture, si tant est qu'elle soit un peu récente, après 2010 on va dire, que dans votre ordinateur, par défaut. Et malheureusement, on sait aussi que ces ordinateurs, ces logiciels, ils ont des failles. Les Microsoft, Apple, les distributions Linux corrigent des failles tous les ans. Et j'ai remis sur la droite le nombre de failles critiques qui ont été corrigées dans ces systèmes.
Vous voyez qu'on est entre une 150 voire 400 failles corrigées par Apple dans macOS en 2015. Sur les voitures, zéro. BMW, Volkswagen, Renault, personne ne publie des failles sur les logiciels embarqués dans les voitures. Je vous laisse faire la conclusion et le lien entre les deux. D'autant plus que ces voitures, aujourd'hui, on nous promet qu'elles vont devenir de plus en plus connectées pour aller vers de plus en plus de services. Les voitures, aujourd'hui, c'est un endroit où on va redonner du temps libre au conducteur, parce que la voiture sera plus ou moins autonome. Dans les embouteillages, elle conduira tout seul. Du coup, on pourra se connecter à Internet pendant les embouteillages, regarder un film, lire un journal, aller sur Facebook, enfin bref, c'est ce que nous promettent les constructeurs. Et tous ces nouveaux services et ces nouveaux business, à mon sens, ne pourront être véritables, ne pourront aboutir que si vous et moi avons confiance dans ce qui se passe dans la voiture. Or, malheureusement, des attaques sur les voitures, il y en a eu. Il y en a un certain nombre depuis 2013. Alors, pour le coup, c'est des attaques qui ont eu lieu et qui sont faites par des chercheurs en sécurité, donc qui vont montrer, entre guillemets, les failles. Il n'y a pas d'exemple connu comme c'était le cas pour l'attaque il y a 10 jours d'activités réellement criminelles contre les voitures. Ça viendra peut-être, et ça viendra sûrement. Mais tous ces exemples-là, c'est des choses qu'on connaît bien parce qu'elles ont été beaucoup documentées par les chercheurs. Et on a montré qu'en prenant le contrôle de certains organes d'une Toyota Prius, on pouvait agir sur la direction, les freins, le klaxon, qu'on pouvait déverrouiller les BMW à distance. En 2016, là, sur les Mitsubishi, on pouvait vider la batterie ou localiser la voiture à distance parce que la voiture se connectait à un cloud Mitsubishi dont les URL de back-end étaient ouvertes. Donc il suffisait de connaître l'ID de la voiture pour retrouver sa position, retrouver ses statistiques, etc. Voilà. Et en général, ces attaques, elles se présentent toujours de la même façon. D'abord, on a une phase d'infection où on va utiliser une des portes d'entrée. Alors dans le cas d'une voiture, il y a aujourd'hui du Bluetooth, du Wi-Fi dans les voitures. Il y a aussi un port qui s'appelle ODB2, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le port de diagnostic que va utiliser votre garagiste pour charger des données dans sa console de diagnostic. Il y a aussi pas mal d'applications qu'on peut acheter où on vous vend un petit dongle comme ça qui se met sous le volant ou dans la coudoir. Et sur votre smartphone, ensuite, vous avez des statistiques sur la voiture, ses défauts, etc. Tout ça, c'est des portes d'entrée. Une fois qu'on est rentré dans ces systèmes, on va chercher en général à y rester et envoyer ce qu'on appelle des paquets sur le bus CAN. Le bus CAN, en fait, c'est à l'intérieur d'une voiture la colonne vertébrale informatique de la voiture. C'est une espèce de bus qui passe un peu partout dans les véhicules et qui vont envoyer les commandes entre les différents calculateurs. Donc, imaginez un truc tout simple. Quand vous appuyez sur volume up, pour monter le son de votre autoradio, en règle générale, ça envoie un message CAN entre le bouton et l'autoradio pour que le volume augmente. Des messages comme ça, il y en a dans tout un tas de systèmes. Une voiture, c'est encore une fois 120 millions de lignes de code. Il y a des sous-ensembles un peu partout. Aujourd'hui, les voitures se garent toutes seules. Il y a des caméras, enfin, il y a des bus un peu partout. Et donc, si on est à l'intérieur de ce système-là, il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les voitures actuelles de protection pour faire en sorte que le message freinage vienne bien de la pédale de frein et pas de l'ordinateur que j'aurais branché à côté. Et quand on a compris ça, eh ben on peut faire à peu près tout ce qu'on veut sur les voitures, les arrêter en faisant une saturation, on peut les faire accélérer, les faire changer de direction, etc., etc. Alors de la même façon, pour que ça soit plus réaliste, je vous ai ramené une petite vidéo de quelqu'un qui fait ça. Donc c'est une des vidéos qui est disponible sur le net, sur le site Motherboard. Et donc là, ils sont heureusement dans un parking. Et donc vous voyez le hacker sur la gauche avec son ordinateur qui est connecté alors il est dans la voiture, mais il est connecté en GSM avec sa 3G à distance. Et puis on a le journaliste qui est au volant. Et en fait, le journaliste dit c'est bizarre, voilà, je suis en train de rouler. Je vais vous mettre les sous-titres. Et donc, tout d'un coup, il dit, hop, voilà, ça y est, je ne peux plus rien faire. J'ai l'impression que j'ai perdu le contrôle. Et là, il lâche, la voiture s'est arrêtée. Vous voyez qu'elle commence à reculer, uniquement parce que le type de gauche a envoyé un programme dans la voiture.
Donc il a le contrôle total de la voiture. Et là, on voit la voiture reculer. Il pourrait enlever les mains, etc. Tout est complètement pris de contrôle par l'ordinateur du pirate. Et des exemples comme ça, malheureusement, il y en a pas mal. Il y en a une assez intéressante où on voit un journaliste qui est sur l'autoroute, les types sont dans leur salon, ils commencent à allumer l'autoradio, donc le mec il dit oui super, vous êtes drôles les gars. Après il leur fait tourner les essuie-glaces, ouais, c'est super, et puis tout d'un coup il bloque le volant. Et là, le mec hurle, mais je vous assure, regardez là, il hurle en disant ah, arrêtez, arrêtez, je vais me cracher, parce que le type est à 130 sur l'autoroute et à distance, on lui a coupé le volant. Voilà. Dans tous les cas, en fait, dans tous ces exemples, on peut hop, je vais revenir sur celui-là. On peut, les pirates, entre guillemets, ont pu prendre le contrôle complet des véhicules. Il y a un exemple qui est assez rigolo, hein, c'est qu'il y a des failles, par exemple, dans les lecteurs de CD des autoradios. Et donc, en créant un CD dont la musique est un peu particulière, chose que vous n'entendriez pas avec les oreilles, hein, ça pirate l'autoradio. Et du coup, ça injecte du code à l'intérieur de l'autoradio qui ensuite va prendre le contrôle de la voiture. C'est une des façons de rentrer dans le fameux bus CAN de la voiture qui est l'organe vital de ces voitures. Alors ça fait rigoler les chercheurs, ça ne fait pas rigoler beaucoup les constructeurs. Hein. Pour être en contact avec eux, chez Centrio, on a gagné un concours BMW, on a pu rencontrer les gens de la R&D de BMW. Ça ne les fait pas très rire, tous ces sujets. Ils sont énormément sollicités par des gens comme moi pour leur expliquer qu'il faut faire quelque chose. Et un des exemples assez connus, c'est que suite à une de ces démonstrations de piratage, les gens de Chrysler, ils ont dû rappeler 1,4 million de Jeeps parce qu'elles avaient une faille. Donc imaginez le coût de rappel pour un constructeur quand on dit à tous ses clients revenez avec votre voiture, on va mettre à jour le logiciel à l'intérieur. 1,4 million, ça a dû leur coûter extrêmement cher. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont assez frileux de communiquer là-dessus, mais il y a un vrai enjeu, un vrai problème. Alors dernier exemple, avant de prendre vos questions. On continue à grossir dans la taille des objets dont je vais parler. Là, on est sur le réseau électrique d'une nation entière. Parce que le réseau électrique qui gère l'électricité que vous avez tous les jours, c'est aussi un énorme système d'objets connectés. Les centrales, les barrages, les câbles, les transformateurs, etc. Il se trouve qu'en 2015, donc le 23 décembre, à mon avis, la date n'est pas choisie au hasard, hein, c'était juste avant Noël, il y a eu 200 000 personnes en Ukraine qui se sont retrouvées dans le noir à cause d'une attaque sur une partie du réseau électrique ukrainien. Bien évidemment, comme c'est l'Ukraine et que l'Ukraine est dans une guerre qui ne dit pas son nom avec les Russes, tout le monde pense que c'est la Russie qui a été la source de cette attaque. Et en fait, ils en sont pris à ce qu'on appelle les RTU. En fait, c'est la cible de l'attaque, c'était ces fameux RTU. Alors les RTU, c'est des petits automates programmables, des petits ordinateurs. Pour ceux qui ne sont pas dans ce monde-là, imaginez une espèce de Raspberry industriel, un tout petit bout d'ordinateur avec une vraie intelligence, mais qui contrôle les sous-stations électriques, c'est-à-dire les endroits où, dans le réseau électrique, on va convertir le courant entre du 400 000 volts et du 60 000 volts, entre du 60 000 et jusqu'à arriver aux petits distributeurs de quartier qui desservent vos maisons. Donc, ils se sont attaqués à ces systèmes-là, et grâce à ça, en fait, ils ont pu couper le courant d'une partie de l'Ukraine, et surtout rendu les choses extrêmement difficiles à restaurer sur ce type pour les opérateurs, pour les Ukrainiens. La durée de cette attaque, ça a duré 2 à 3 mois. Alors pas le moment où ils ont coupé le courant, parce que le moment où ils ont coupé le courant, c'est instantané. Non, la préparation, ils rentrent dans le système, ils trouvent les endroits, ils sautent de machine en machine, ils repèrent, et une fois qu'ils ont tout repéré, ils coupent le courant. Ça dure 5 minutes, mais il y a une préparation de 2 à 3 mois. Et on pense, les différents experts qui ont analysé ce cas-là, sont à peu près tous d'accord pour dire que le niveau de l'attaque n'est pas élevé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une attaque contre
contre des États avec des systèmes très sophistiqués. On va avec des choses relativement simples. Alors si on regarde un peu comme je l'ai fait pour la voiture, les différentes étapes, on retrouve les 3 grandes étapes, infection, réplication, impact. L'infection, en fait, ça part d'une campagne de ce qu'on appelle spear phishing, hameçonnage en français. Donc les Russes envoient des mails avec, à des gens. Donc typiquement, ils ont repéré sur LinkedIn, Facebook, sur des sites web, le nom des différentes personnes de la centrale électrique qui veulent viser ou de l'opérateur électrique, à des mails avec des pièces jointes. Alors c'est assez simple de faire ouvrir une pièce jointe à quelqu'un. Imaginez que vous soyez assistante RH et que vous recevez un fichier qui s'appelle cv.pdf. Vous allez l'ouvrir, c'est votre métier. Si vous êtes comptable et que vous recevez un truc qui s'appelle facture.pdf, vous allez l'ouvrir, c'est votre métier, etc., etc. Donc il y a tout un tas de techniques pour faire ouvrir les pièces jointes aux gens. Donc ils les ouvrent. Et dans ce cas-là, c'était une fichier Excel qui déposait sur l'ordinateur, le premier ordinateur infecté, un bout de logiciel, ce qu'on appelle un dropper, qui n'a qu'un seul rôle, en fait, c'est se reconnecter à la base vers le fameux serveur de contrôle, qui, dans ce cas-là, était un système qui s'appelle Black Energy, qui était connu depuis 2011. Vous voyez que, pour ça que je dis que ce n'est pas une attaque avec un niveau très complexe, ils ont réutilisé des techniques qui étaient connues et analysées depuis 4 ou 5 ans, ce qui est, en matière de sécurité informatique, une éternité. Et une fois que, en fait, ils ont le contrôle d'un poste, ils vont demander à ce bout de logiciel d'essayer de se répliquer jusqu'à trouver l'endroit où ils ont tous les accès à distance de ces fameuses sous-stations électriques et de ces fameux RTU. Une fois qu'ils ont fait ça, c'est la fête. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et donc ils ont préparé leur attaque. Et quand ils l'ont déclenché, ils se sont connectés à distance à ces systèmes. Ils ont effacé les logs, ils ont effacé les logiciels, ils ont effacé les secteurs de boot de tous les PC. Ils ont effacé le firmware des routeurs intermédiaires et ils ont coupé le courant. Pourquoi ils ont fait tout ça? Parce qu'ils auraient pu juste couper le courant, mais s'ils avaient juste coupé le courant, les Ukrainiens, ils auraient appuyé sur un bouton, ils auraient remis le courant. Donc ça n'aurait pas duré 6 heures. Pourquoi ça a duré 6 heures? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas remettre le courant de par des moyens informatiques. Et ils ont envoyé en voiture des gens dans les installations remonter les disjoncteurs manuellement pour remettre le courant aux 200 000 personnes dans l'ouest de l'Ukraine. Il se dit d'ailleurs que si c'était la même attaque sur le réseau américain, par exemple, on n'aurait pas pu remettre le courant de cette façon-là, parce qu'aux États-Unis, dans les sous-stations, il n'y a plus de disjoncteurs manuels. Il n'y a que des disjoncteurs électroniques. Donc du coup, s'il n'y a plus d'électronique, il n'y a plus de courant. Voilà. Alors, je voulais vous faire une démo avec la maquette que j'ai ramenée, parce que c'est une des maquettes qu'on a dans mon entreprise et qu'on utilise. Malheureusement, ça c'est l'effet démo, il y a un truc qui ne fonctionne pas et je n'arrive pas à mettre en route le robot. Heureusement, j'ai une vidéo de la démo pour vous montrer, entre guillemets, comment ça fonctionne. Donc en fait, je peux vous l'expliquer. Ici, on a un automate programmable. Ça ressemble, c'est pas exactement ce modèle-là qui était dans les sous-stations électriques en Ukraine, mais c'est à peu près ça qu'on va trouver dans une centrale électrique, dans un bateau, dans une chaîne d'assemblage, dans l'industrie. On est dans des outils qui sont des outils industriels. C'est les objets connectés industriels dont je parlais au début, qui sont intelligents. Il y a un vrai programme à l'intérieur de ça qui lit des statuts sur mon bras articulé, actionne des moteurs. Vous voyez ici qu'il y a un moteur pour faire monter et descendre le bras, un moteur pour le faire tourner de gauche à droite, etc. Et puis ici, il y a des petites butées pour dire, hop, on est arrivé en butée. Donc tout ça, c'est pris en compte à l'intérieur de ce câblage et c'est pris en compte dans le programme qui est ici. Ce programme, il est contrôlable à distance. C'est l'écran qu'on voit sur la gauche là, de ma vidéo. C'est ce qu'on appelle un SCADA. Vous savez, c'est les grands synoptiques qu'on voit dans les usines qui permettent de piloter l'ensemble de la chaîne de production. Quand on voit des images du réseau électrique d'EDF, on voit ces grands synoptiques. À la RATP, on voit les synoptiques de la ligne comme ça. C'est ça le système de pilotage industriel. Et c'est ça qui contrôle tous les objets qui sont là. Et en fait, donc, on a, pour essayer d'illustrer que quand on s'attaque à l'Internet des objets, l'impact, il est physique, il n'est pas numérique. Autant c'est des menaces numériques
mais c'est des impacts physiques. C'est important de bien matérialiser ça. Donc on a programmé ce robot et on voit en fait le robot ici. Je peux même mettre le son. Et donc le robot en fait décharge des conteneurs. Alors on va imaginer que c'est des conteneurs industriels qui contiennent des déchets nucléaires, par exemple à La Hague, où on n'a pas envie d'avoir un homme. Et tout d'un coup, on va pirater ce robot. On va modifier juste un paramètre et regardez ce qui se passe quand on pirate le robot. Il se passe des choses avec un vrai impact physique, pour le coup. Voilà, j'adore le petit bruit à la fin, quand ça fait gling-gling. Voilà pour mon exemple. Alors pour finir et pas manger trop la séance de questions-réponses, quelques recommandations si vous êtes créateur d'objets et si vous êtes développeur ou entrepreneur dans ce domaine-là. Déjà, quand on parle de sécurité, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut réutiliser des systèmes qui sont existants. Il y a des tonnes de frameworks qui existent avec une communauté derrière qui est extrêmement compétente. Utiliser ces systèmes open source ou ces systèmes commerciaux parce que derrière, il y a des gens compétents qui ont pensé à toutes ces problématiques de sécurité, qui vont vous amener tout de suite à un niveau assez important en matière de sécurité. Et il faut se concentrer sur les basiques. C'est assez bête de dire ça, mais trop souvent, tous ces systèmes sont piratables parce que les mots de passe sont faibles, parce qu'il n'y a pas de chiffrement dans la connexion entre le device et le cloud, et donc on peut lire l'ensemble des communications en clair, parce qu'il n'y a pas de validation des entrées. L'attaque que je vous montrais sur le thermostat tout à l'heure, c'est juste parce que le fichier de configuration, il n'est pas vérifié, donc on va le passer directement à des exécuteurs et enchaîner des commandes. Et puis, il faut enlever tous les logiciels qui ne sont pas nécessaires. Les systèmes embarqués, en général, qu'on met dans les systèmes IoT, ils sont livrés avec des environnements de développement. Et malheureusement, trop souvent, on garde la moitié de l'environnement de développement dans le produit commercial, juste parce que ça marche et qu'on n'a pas eu le temps de les enlever. Donc, prenez le temps de les enlever. J'ai mis d'ailleurs un lien en dessous sur un certain nombre de recommandations qui sont plutôt bien faites. L'autre point, c'est qu'il faut faire ça, il faut penser à la sécurité tôt dans le process de développement. Il ne faut pas attendre d'avoir un produit fini pour penser à sa sécurité. Alors ce matin, j'étais à une conf où on parlait d'un robot, d'un projet universitaire. Ok, c'est un projet universitaire, donc on va les excuser, mais ça serait un projet de start-up, un projet d'entreprise. Il ne faut pas attendre la fin du projet pour s'intéresser à la sécurité. Dès qu'on a une architecture plus ou moins stable de ce qu'on va faire, moi je vous recommande d'embaucher des sociétés d'audit. Il y en a qui font ça à longueur de journée, c'est-à-dire tester des objets connectés d'entreprise, et avec un investissement minimum, 4-5 jours de prestation. Même si les gars sont assez bien payés, ça ne vous coûtera pas trop cher. Vous avez déjà en général une liste de courses comme ça, de choses à corriger dans vos objets, parce qu'il y a énormément de choses qui sont instantanées pour des gens qui ont l'habitude. Ils vont prendre votre objet, ils vont le secouer, ils vont vous redonner une liste de choses à corriger et vous pourrez recommencer. C'est pour ça que j'ai mis redo, parce qu'en général, cette opération-là, surtout quand c'est la première fois, on l'a fait 2-3 fois, mais au bout de 2-3 fois, on a vraiment un niveau intéressant. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut penser à avoir un système qui se mette à jour. Un des gros problèmes dans la sécurité de ces objets, c'est qu'ils sont vendus sans système de mise à jour à distance. Donc c'est une vente one shot. On va dire, voilà, mon objet connecté vaut 40, 30, 50, 200 €. Mais jamais il y a un système qui va permettre de le mettre à jour, que ce soit vous ou l'utilisateur. Et ça, c'est un gros problème, parce que des failles, il y en aura. Il faudra les corriger. Et quand il faut les corriger, s'il n'y a pas de système de mise à jour, notamment over the air, OTA, c'est compliqué pour l'utilisateur et personne ne fera les mises à jour. Et donc, vos objets deviendront les futurs soldats des botnets de demain. Et il faut aussi, pour le côté back-end, avoir une API qui est versionnée. Trop souvent, ces objets renvoient des données à des back-ends, sauf que les back-ends sont faits... n'ont pas été pensés pour être mis à jour, ce qui fait qu'on ne veut pas les changer de peur de casser la compatibilité avec une partie du parc qu'on a déjà déployé.
Il faut prévoir aussi que ce back-end va vivre et donc du coup qu'on va pouvoir créer de nouvelles routes sécurisées au fur et à mesure du cycle de vie. Parce que c'est la dernière chose, c'est que la sécurité, c'est un process. C'est quelque chose qui vit tout le temps. Ce que vous allez apprendre en 2016 ne sera pas forcément encore d'actualité en 2017 ou en 2018. Et donc, il faut qu'une partie de votre équipe ou de vous-même, vous continuez à surveiller, à vous entraîner, à pratiquer cette sécurité. Voilà. Donc, l'IoT ne m'a pas tué, si ce n'est un Playmobil. Pas encore. Et donc, on en publie beaucoup des exemples comme ça sur notre site. Je vous invite à aller le visiter. On essaye de faire les choses les plus pédagogiques possibles parce que le discours des experts sécurité qui parlent aux experts sécurité, c'est pas trop mon truc. Et puis, juste pour signaler qu'on recrute. Donc, si vous cherchez un nouveau challenge, venez me voir. Merci. Et il me reste 5 minutes pour des questions. Merci. Bonjour, merci pour cette conférence. C'était super intéressant et surtout très inquiétant. J'avais une petite question par rapport au Linky d'EDF qui essaye de nous mettre ça un petit peu de partout. Et je voulais savoir si vous l'aviez testé, entre guillemets, tester la sécurité de ces nouveaux compteurs. Non, je ne me suis pas intéressé à ça. En fait, les compteurs intelligents ne sont pas si intelligents que ça. Donc moi, personnellement, je n'ai pas trop peur de ces systèmes-là, au sens où il ne peut pas se passer grand-chose, en tout cas aujourd'hui, où le compteur est géré dans le réseau EDF et complètement monolithique à EDF. Donc voilà. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, où tous ces compteurs-là sont reconnectés au réseau ADSL et repartent avec l'Internet de la maison. Où là, il y a d'autres problématiques. Là, pour l'instant, on est quand même dans une bulle Linky de A à Z. Donc, en matière de sécurité, voilà. Après, il y a tout un tas de débats sur la vie privée, et ça, je vous laisse y réfléchir. Merci beaucoup. Salut, merci pour cette conf très flippante. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire confiance à toutes les sociétés qui font des trucs connectés, principalement pour les voitures. En fait, l'exemple, c'est, je sais pas quoi, j'ai ma voiture, le mec il déconnecte mes freins, je vais me cracher, quoi. En tant que particulier, comment on peut faire ça à part prendre un vélo Alors, sur la voiture, en fait, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que ça parle à tout le monde et ça fait un peu flipper tout le monde, c'est vrai. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme risque immédiat sur les voitures. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont un intérêt à ça, ils vont chercher en général, soit c'est des États qui sont dans des opérations d'espionnage ou de sabotage entre États, parce que c'est plus intéressant d'arrêter le réseau électrique. Ça coûte moins cher que d'envoyer un avion de chasse envoyer des bombes, et ça cause moins de dégâts sur la population, donc c'est plus accepté par les victimes, j'allais dire. Et puis les criminels, ils cherchent souvent un impact assez immédiat, donc ils vont souvent chercher... Le criminel, il fait de la pêche de masse, c'est-à-dire qu'il lance des filets et il essaye de trouver le plus d'objets possible pour faire son botnet, etc. Donc, pour répondre à la question précisément, c'est jamais facile de savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce que moi, je vous conseillerais, c'est si vous allez connecter un objet à quelque chose que vous considérez comme important, essayez de le faire auprès d'une société qui a une certaine réputation. Souvent, tous ces objets-là, les webcams, les thermostats, etc., ceux qui ont le plus de trous, c'est aussi ceux qui ont été faits à bas coût, de façon très rapide, par des constructeurs asiatiques, etc. Mais il n'y a pas de recette miracle, en tout cas. Bonjour, merci pour la conférence. Du coup, moi, c'était plus une question sur les protocoles. Donc là, tous les objets qui sont, on va dire, sensibles sont connectés à l'Internet. Avec l'arrivée de l'IPv6, ça va démultiplier donc du coup les adresses. Est-ce qu'on va peut-être moins avoir de possibilité de scanner le réseau et de trouver justement tous ces petits
Pas forcément, parce que IPv6, alors IPv6, c'est la nouvelle façon d'adresser les différents objets ou ordinateurs qui sont sur un réseau. Il y a beaucoup plus d'adresses possibles. Donc effectivement, on peut imaginer que l'étendue étant plus large, ça sera plus difficile d'en trouver un. Après, concrètement, des gens qui scannent des réseaux IPv6, ça existe. Pour des raisons pratiques, les opérateurs, ils ont leur propre préfixe. Donc du coup, ça restreint les recherches. Et les scanners sont aussi dès aujourd'hui adaptés à ça. Donc je ne suis pas sûr que ça résolve ni que ça complexifie quoi que ce soit dans un sens ou dans un autre, quoi. Merci. Est-ce que ce ne sont pas les États qui devraient commencer à émettre des règles pour tous les nouveaux objets connectés, de la même manière qu'ils mettent des règles de sécurité, comme par exemple que les objets qui sont importés en Union européenne ne soient pas inflammables? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils mettent ça dans la législation et que donc il y ait des boîtes spécialisées qui testent de la même manière la sécurité des nouveaux objets qu'on importe? Parce que je rejoins le monsieur de tout à l'heure, je pense que les boîtes ne vont jamais s'autoréguler, parce que la sécurité, ça emmerde tout le monde, et surtout quand en start-up en train de développer des nouveaux objets. Donc, à part une loi, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait Alors, en fait, changer. il y a deux éléments de réponse. La première, c'est que c'est le cas depuis 2013 pour tous les systèmes critiques. C'est-à-dire qu'en France, il y a une loi qui impose aux 200 opérateurs les plus critiques, EDF, la SNCF, Orange, enfin tous les gens qui opèrent des systèmes critiques pour notre vie de tous les jours, de mettre en place des mesures pour se protéger. Alors, ce n'est pas les fabricants, c'est les opérateurs, mais ils sont contraints à le faire. Après, c'est un problème économique pour la partie consommateur. Est-ce que nous, en tant que consommateurs, on est prêt à payer le coût de ces certifications, de ces tests, etc. Je ne suis pas sûr, parce qu'on est aussi un petit peu schizophrène, hein. Ça nous fait peur, mais en même temps, est-ce qu'on est prêt à payer 10, 20, 30 euros de plus un objet qui, sur le papier, sera plus protégé qu'un autre? Je ne sais pas. Voilà. D'autres questions? Oui. Mademoiselle, derrière. Allez, la dernière. La dernière. Allez, oui. Allez-y. Le Wi-Fi, c'est comme tous les protocoles radio, c'est ouvert, ça a une énorme portée. Faites l'essai chez vous avec votre téléphone, vous verrez que vous pouvez capter votre accès Wi-Fi à l'autre bout de la rue, presque souvent. Et effectivement, si on ne se met pas à la dernière niveau possible, souvent il y a des attaques qui sont possibles. Le pire étant la phrase code de votre access point Wi-Fi. Aujourd'hui, il y a des sites qui vous calculent la force d'un mot de passe en dessous de 15-20 caractères avec des majuscules, des minuscules, etc. etc. On considère que le mot de passe est faible. Okay, donc c'est ce qui fait d'ailleurs que moi, personnellement, j'utilise que des phrases, des paroles de chansons, des phrases, des poèmes, enfin des phrases suffisamment longues dans lesquelles je colle des chiffres, des lettres, des ponctuations qui sont plus faciles à me souvenir. Mais c'est comme ça qu'on arrive à renforcer ces sécurités-là.